Canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Un épisode de Fait Croquer, ça fait tellement longtemps, donc mais là, je suis très content déjà d'une part de relancer un peu ce Fait Croquer, et puis surtout de dialoguer avec quelqu'un qui s'appelle Loïc, et qui a une chaîne que j'aime beaucoup, et qui surtout met en valeur une configuration de critique qui, moi, m'accompagne depuis que j'en fais, depuis plus de 22 ans, et qui est très godardienne, pour le coup, c'est-à-dire prendre deux images et les faire dialoguer, versus lui, alors parfois prend effectivement deux films. Le dernier en date, c'est Last Action Hero de McTiernan et Le Magnifique de Philippe de Broca. Mais puis parfois, il prend aussi, c'est un prétexte pour faire des digressions, et puis parfois, il prend un truc plus général, le football. Il y a plein de choses. En tout cas, c'est une chaîne importante, fondamentale, qui existe depuis la fin 2016. Et je suis très content qu'il ait accepté de venir et de discuter un peu comme ça pendant 3/4 d'heure de cette chaîne, mais aussi, bien évidemment, avant tout de cinéma. Comment vas-tu, Loïc ? Eh ben, très bien, je suis ravi d'être là. Donc, je suis ta chaîne depuis qu'elle s'est créée. Donc, ravi d'en faire partie aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, tu sais, moi, j'ai une petite question que je pose très souvent, hein. Et là, pour le coup, j'ai très envie de connaître la réponse, vu le flux de références, d'images, de digressions qu'on peut trouver dans tes différentes vidéos sur ta chaîne. C'est la question de l'image marquante, à savoir, est-ce qu'il y aurait comme ça une image liée à ton enfance et qui peut-être aurait un lien avec le rapport que tu as aujourd'hui avec l'image, ce qui peut être le cinéma, ça peut être la peinture, ça peut être quelque chose que tu aurais rêvé. Voilà. Est-ce qu'il y a une image marquante ? Ouais, il y a des images. Là, je vais rester dans le cadre du cinéma. J'ai pas spécialement une bonne mémoire, surtout de mes premières années. Mais j'ai quelques flashs, quelques images qui me restent alors de séances de cinéma ou à la télé, je sais plus trop. Je sais que c'est une image de Babar. Alors j'ai cherché le film. C'est un film que je pense qui est sorti au cinéma. C'est Le Triomphe de Babar, donc qui est sorti vers 1990. Et je me rappelle particulièrement de scènes assez violentes, en fait, où il y a une armée de rhinocéros qui attaque le village et du coup qui font des prisonniers. Il y a des scènes d'incendie, des scènes assez dures. Enfin, j'ai revu les scènes, j'ai revu un peu des extraits là récemment, et effectivement, c'est des images qui sont assez marquantes dans la violence et dans la force qu'elles dégagent. Et en y réfléchissant un peu, parce que je savais que tu allais poser cette question, j'ai vu, essayant de me remémorer pas mal d'images, c'est souvent des images quand même avec une certaine violence, les premières images dont je me rappelle un peu plus tard, il y a notamment des scènes un peu de Christophe Colomb, de Ridley Scott, où je me rappelle des scènes d'étranglement, même de mains coupées. C'est souvent les quelques premières images que j'ai, ça reste des images un peu marquées par une certaine ampleur, une certaine violence. Donc après, qu'est-ce que ça raconte sur moi, je ne sais pas. Est-ce que ça m'a orienté, je ne sais pas non plus. Mais c'est quand même, il y a quand même une typologie d'image qui m'a marqué. Et après, bon, peut-être que ça m'a fait dériver vers le film d'horreur et le fait que je l'apprécie particulièrement, je ne sais pas, mais c'est ces premières images, je pense, des images qui sont pas forcément des images qu'on voit en tant qu'enfant, donc qui sortent du cadre, enfin, donc du coup, la violence est dans le cadre, mais du coup, qui sortent des images qu'on a l'habitude de voir à cet âge-là, et elles sont restées quand même très marquées. Et est-ce que ce flux comme ça de violence qui soit se trouve dans le cadre, mais qui peut aussi parfois être hors cadre, hein, c'est quelque chose que l'on peut imaginer. Oui. Est-ce que c'est peut-être une sensation qui... alors là, je ne parle pas de Loïc enfant ou adolescent, mais plutôt de maintenant, avec le recul, bien évidemment. Est-ce que ça t'a aussi un peu construit et préparé par rapport à la violence réelle du monde, de la société, de tous les mondes? Est-ce que finalement, il y a une forme de banalisation comme ça? Je sais pas s'il y a une banalisation, si je reste vraiment... Je pense que je fais quand même la séparation. C'est vrai que je suis à la fois très client si on reste un peu sur un cinéma un peu violent, je suis très client de ce genre de images. Enfin, c'est pas que je suis client, mais c'est que ça me dérange pas. C'est difficile, j'ai du mal, je suis rarement vraiment choqué et perturbé par des images de violence.
Et si j'arrive pas à les mêmes, si on les met en rapport avec des images de violence, de documentaires, de JT, je sais pas, je les mets pas tout à fait sur le même rapport, parce que j'ai l'impression d'avoir quand même quand je suis devant une fiction, je m'immerge dans la fiction, mais tout en sachant que ça reste de la fiction. J'ai toujours un peu ce recul qui n'empêche pas de se plonger dans une histoire, de s'identifier, de s'immerger. Mais je ne mets pas du tout sur le même plan ce genre d'image réelle et fiction, même si après, forcément, elle dialogue dans un deuxième temps. Mais il n'y a pas j'ai jamais eu de confusion, ou je me suis jamais ça m'a jamais perturbé ce gap qu'il peut y avoir entre fiction et réalité. Et est-ce que plus tard, beaucoup plus tard, ouais, lorsque tu découvres une forme de la diversité du cinéma, parce que lorsqu'on regarde ta chaîne et on regarde un peu le contenu, on trouve qu'il y a effectivement une grosse diversité, même à l'intérieur même des vidéos qui traitent d'un sujet différent, il y a toujours un travail assez fort sur cette diversité. Est-ce que j'aurais voulu, voilà, on en vient à ça, c'est-à-dire un peu ton parcours. Est-ce que le cinéma très vite ça a été pour toi une évidence? Est-ce que tu as eu ce qu'on appelle des passeurs? Et puis surtout, est-ce que ça a toujours été important pour toi l'aspect analytique du cinéma, voire même la critique de cinéma en quelque sorte? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que tu as choisi plutôt ce camp-là? C'est-à-dire ne pas être ni derrière ou ni devant la caméra, mais d'être dans la salle de cinéma pour voir les images des autres. Pour revenir à la première partie de ta question, si on parle de passeurs, je pense que j'ai beaucoup regardé de films avec mes parents. Quand j'étais gamin, après, on regardait énormément de western. J'étais plus côté avec mes parents, on regardait plus des films. Après des films de notre époque, mais aussi pas mal. J'ai été très marqué par des westerns, des films de chevaliers des années 60, les Vikings de Richard Fletcher, des films divers et variés, le Corsaire Rouge par exemple. On regardait beaucoup de films, on va dire qu'on va dater 50-60, le divertissement hollywoodien des années 50-60, plus que par exemple, si je veux un peu simplifier les choses, plus que des Disney. J'ai plus de souvenirs de Lancelot, des Vikings que des Disney qui sont assez peu présents dans ma mémoire. Donc j'ai été très vite, je pense, bercé et très pris, très souvent en contact avec le cinéma, avec de nombreux films, et puis avec quand même, ça restait du cinéma américain et français, mais avec quand même une diversité de films. Et après, c'est venu petit à petit, je pense plus au collège, l'idée de passer le cap. Il y a un bon moment où je voulais être journaliste. Donc journaliste, que ce soit... au début, c'était plus journaliste sportif. Je voulais bosser à l'équipe, forcément. Et après, c'est venu petit à petit, le côté cinéma est arrivé donc par des petites critiques que je faisais pour moi-même. Et puis après, dans l'idée de travailler dans le cinéma ou dans l'audiovisuel de manière plus générale. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire j'ai fait une école de cinéma, un IUP audiovisuel. Mais voilà, c'est parti de la volonté d'écrire sur le cinéma pour petit à petit aller. Au début, vu que je partais de l'écriture, je me suis dit pourquoi pas scénariste. Et puis après, en fait, j'ai plus vite dérivé vers le montage. J'ai fait des études de montage, tout en gardant un peu l'envie de parler de cinéma. Voilà, donc ça s'est fait petit à petit comme ça. Quand tu me dis études de montage, mais je suis pas forcément surpris. Mais ça, on va parler aussi du montage dans tes vidéos parce que c'est très très particulier. Mais je voulais te demander deux questions. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Première, deux questions, mais assez vagues certainement pour les réponses. Mais quand même, ça m'intéresse. Quand on dit études de montage, ça signifie quoi exactement des études de montage? En fait, moi, du coup, c'était une section qui était montage-réalisation. Donc, en gros, on touchait un peu à tout. On pratiquait que ce soit on était sur les tournages. On faisait aussi, du coup, les montages ensuite, que ce soit des petites séquences de fiction, des petites séquences plus documentaires. Donc, voilà, après, enrobé, évidemment, d'histoire du cinéma, évidemment, de théorie, entre guillemets, de pouvoir un peu suivre les 100 ans d'histoire du cinéma. Donc voilà, c'est un mélange entre théorie et pratique. J'étais à la fac à Marseille, à Aubagne.
Donc voilà, ça s'est construit comme ça, petit à petit. Et c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment parti sur l'écrit. Et puis au fur et à mesure, je me suis retrouvé plus à choisir le montage. Après, il y a toujours ça que j'étais plus. Déjà à la base, moi, je pense un peu plus solitaire, tout ça. Donc l'idée du montage, ça m'a tout de suite plu par rapport à la réalisation. Je préfère être tranquillement à manipuler mes images devant mon écran plutôt que d'être dans le brassage d'un tournage où il faut donner de la tête dans tous les sens. Donc j'ai vite compris que c'était plus mon truc et puis ça s'est confirmé par la suite, quoi. Comment on gère, comment on s'organise, comment on cohabite avec toutes ces personnes qui sont qui sont fictives et que tu trouves dans plusieurs images? Ça va être tous ces visages qu'on prend, qu'on déplace ici et là, des sons comme ça. Est-ce que c'est vraiment un aspect déjà quand toi tu vois un film, c'est quelque chose qui te parle beaucoup et puis surtout sur ta table de montage, est-ce que c'est une sensation qui est très particulière? Déjà, moi, c'est deux choses différentes. Parce que c'est vrai que quand je suis en tant que spectateur, c'est-à-dire que je regarde un film, que ce soit à la télé ou au cinéma, j'ai quand même une position vraiment de spectateur. C'est que je reste un peu une sorte de spectateur idéal. Je m'immerge très facilement dans les films. C'est rare qu'un film ne me plaise pas, par exemple, ou que je ne trouve pas un minimum mon compte. Et en tant que spectateur, je suis pas tout de suite dans une position analytique. C'est vrai que vraiment, je le prends généralement les films au premier degré. Et c'est qu'ensuite, là, si je parle du coup de montage, donc ça, c'est dans Versus, c'est une fois que je commence à manipuler les images que là, la réflexion et l'analyse peut arriver. C'est vraiment dans un deuxième temps. J'ai du besoin. Après, oui, avant de faire le montage, si j'aborde la façon dont je fais les vidéos, ça passe par l'écrit, parce que du coup, j'ai besoin d'écrire pour que ma pensée accouche de quelque chose d'intéressant, enfin, tout du moins, je l'espère. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est capable de parler des heures dans des grands débats et avec mes potes cinéphiles aussi. Enfin, évidemment, je parle, mais c'est pas là où je vais réussir à construire ma pensée. Ça passe vraiment par l'écrit, dans un premier temps. Et après, une fois que la pensée s'est construite sur le papier, là, je vais la confronter à la matière, aux images. Et c'est là où ça devient intéressant, vu que le Versus, c'est du tout image. Donc, du coup, forcément, on est obligé de se poser que chaque moindre ligne de texte doit être illustrée, que ce soit de manière littérale ou en contrepoint, peu importe, mais il faut toujours l'illustrer. Et c'est là, du coup, où j'arrive vraiment à plonger dans les images. Et c'est là où ça devient vraiment excitant parce que là, en manipulant vraiment les films, en passant de scène en scène, de plan à plan, là, il y a aussi une bonne partie des réflexions qui arrivent directement à ce moment-là. Quand je manipule les images, il y a plein d'idées qui se dévoilent une fois qu'on est un peu les mains dans le cambouis du film et des choses qui n'étaient pas apparues avant quand j'étais en train d'écrire, quand je suis en train d'écrire un épisode, par exemple. Quand tu écris un épisode et que tu commences à le monter, ça brasse quand même, l'histoire du cinéma, on peut dire ça comme ça aussi. Est-ce qu'il y a, pardon de cette question un peu trop peut-être théorique ou cérébrale, mais peu importe, c'est pas grave parce que je me la suis souvent posée en regardant tes vidéos. Est-ce qu'il y a aussi peut-être cette envie un peu malsaine de la foutre en l'air, cette histoire du cinéma et finalement de t'intégrer toi, de donner un peu toi comment tu la regardes cette histoire du cinéma? Forcément, je pense que ça passe par mon point de vue, donc je me recrée ma propre histoire du cinéma, mais c'est plutôt que de la foutre en l'air, comme tu dis, c'est plus la volonté de l'organiser. Après, alors du coup, dans un premier temps pour moi, en espérant que ce soit intéressant, intelligible pour ceux qui vont regarder les vidéos, mais c'est un besoin de faire des ponts, de faire des liens entre différents pays, différentes décennies. Selon le sujet dont je parle, mais c'est plus une volonté d'organiser, de pouvoir un peu me repérer, réussir à trouver une sorte de chronologie des formes, une chronologie d'influence, et ça m'aide en fait, ça m'aide plus à m'organiser et à réussir à mettre des choses dans une boîte, avoir un sorte de processus qui peut s'avérer logique. Et moi, en tant que spectateur, que cinéphile, ça me permet d'y voir un peu plus clair, en fait. Paradoxalement, en mélangeant tout, c'est là où j'arrive à
à sortir une sorte de fil conducteur. Et si j'arrive à trouver ce fil conducteur et à trouver cette généalogie, là, je me dis, ah, c'est bon, j'ai quand même trouvé quelque chose, je suis arrivé à quelque chose, donc c'est que le travail a été bien mené. Avant que tu commences à mettre en place, à penser et à concevoir cette série d'émissions qui, je rappelle, l'idée, c'est de faire dialoguer deux films et donc de leur trouver des similitudes. Après, à l'intérieur, il y a des digressions et tout ça, mais ça, on va parler de ça après. Avant qu'il y ait donc tout cela, est-ce que tu étais quelqu'un qui regardait ou lisait ou écoutait la pensée des autres à travers la presse écrite, radiophonique ou la télévision, voire même Internet, ça peut être des revues de cinéma, ou alors YouTube? Est-ce que tu étais quelqu'un qui effectivement était à la page de tout ça? Ouais, j'ai eu comme dans mon adolescence, du coup, c'est là où j'ai commencé à lire, en commençant par Ciné Live. Puis j'ai lu pas mal aussi Télérama, parce que du coup mes parents sont abonnés à Télérama, et par réflexe familial, je suis toujours abonné à Télérama. Donc ça a été un peu Ciné Live, après Ciné Live, Mad Movies et Télérama. C'est les 3 magazines que j'ai énormément lus à partir de, je sais pas, Ciné Live, je devais avoir une 12aine d'années. Je sais plus, ça a été, j'ai commencé à lire quand ça a été créé, donc je ne sais plus exactement à quelle époque c'était. Puis après, quelques années après, Mad Movies, puis Télérama, que j'ai un peu plus pris en cours de route. Et voilà, après, en termes de radio, j'ai pas forcément beaucoup écouté d'émissions de radio. On faisait, avant que je fasse Versus, on faisait un podcast avec quelques amis qu'on a fait 3-4 ans et qui s'est terminé maintenant ça fait un bout de temps, ça fait 7-8 ans, je pense que ça s'est terminé. Avec mes copains avec qui j'ai fait mes études audiovisuelles. Donc voilà, j'ai toujours eu envie de lire. Après, j'ai quand même acheté pas mal de bouquins, le Hitchcock-Truffaut par exemple, ou là, j'ai pas d'autres bouquins en tête, mais j'ai toujours eu un peu des livres que j'avais envie de farfouiller. Même au collège, j'avais un petit livre qui est très bien fait. Il faudrait que je retrouve le nom, parce que pour tous les débutants en cinéma, collégiens, c'est un livre qui expliquait tout de A à Z, le tournage, mais même jusqu'aux règles de théorique, de la règle des 180 degrés, tout ça. Voilà, effectivement, j'ai rapidement eu envie pas forcément de faire des films, mais plus de les décrypter, d'essayer de comprendre comment ça marchait. Et ça s'est développé au fur et à mesure. Après, évidemment, sur YouTube, j'ai commencé à regarder YouTube un peu sur le tard, quand j'ai commencé moi-même à en faire. Alors, il y avait quand même pas mal de chaînes que j'aimais beaucoup, qui m'ont pas mal inspiré. Notamment dans les chaînes du début. Après, il y avait Blow Up de Arte, et la chaîne de Tony Zhu, Every Frame a Painting. Oui. Voilà, là, je pense que c'est clairement ma référence. Si j'arrive à m'en approcher, tant mieux, mais c'est celle-ci où c'est vraiment de l'analyse, décryptage de séquences pure et dure, quoi. Donc c'était un peu avec Blow Up, qui est sur un registre différent, mais qui fait aussi dialoguer, même s'il y a moins de l'analyse frontale, on va dire. Mais voilà, c'est les deux chaînes YouTube qui m'ont bien accompagné au départ, quand j'ai voulu me lancer dans Versus. Voilà, il y a quand même une forte envie aussi, lorsque tu écoutes, lorsque tu vois, ou quand tu es sur YouTube, aussi de voir des choses beaucoup plus ambitieuses, que cela soit d'un point de vue artistique, au niveau de la technique, ou du montage, mais surtout au niveau du contenu, du fond. C'est important pour toi quand même qu'il y ait, que ça prenne des risques dans l'analyse. Ça, c'est important pour toi. Ouais, non, c'est mon but. Alors, comment répondre? Ça, c'est une bonne. Je savais déjà dès le début ce que je voulais faire. Du coup, c'était évident pour moi que ça allait être que j'allais pas apparaître à l'écran, par exemple, que j'allais vraiment que manipuler, faire du montage d'images. C'est mon petit plaisir de monteur, évidemment, de reprendre à ma sauce des films, des images que j'aime ou que je trouve intéressantes, en tout cas. Mais ouais, l'objectif, c'était, c'est plus que de faire des grandes analyses. C'était vraiment, il y avait un côté assez factuel, c'est-à-dire d'essayer de comprendre basiquement comment fonctionne le langage cinématographique. C'était ça à la base. C'est un truc très simple, que j'avais l'impression qu'on le voyait pas souvent.
même s'il y avait plein de trucs, je pense que je passais à côté, que ce soit en termes d'écrit ou de vidéo. Mais ouais, le but, c'était quelque chose de finalement assez simple. C'est basiquement comment marche le cinéma. Et ça, effectivement, je trouvais ça intéressant je trouvais ça plus facile de le faire en confrontant deux films. En prenant deux films qui ont le même thème, disons la même histoire, peu importe, et voir comment ils allaient prendre deux approches formelles différentes. C'est tout de suite très payant, c'est tout de suite très parlant, les nuances qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que la formule, parce que j'ai commencé la première vidéo sur Fury Road et Mécano de la Générale, c'était parce que j'avais écrit un petit article qui ressort tout simple, hein, qui confrontait un peu les deux films. Et quand j'ai eu envie de faire un projet personnel et que j'ai eu cette envie de faire Versus, là tout de suite ce sujet m'est revenu en tête, et je me suis dit effectivement je pense que c'était intéressant dans un texte, mais ce sera d'autant plus parlant si je le mets grâce à si je reprends ce texte et que je l'écris pour la vidéo en ayant vraiment les exemples à l'écran. C'est ça qui me plaît, de pouvoir voir littéralement l'analyse que j'ai. Par exemple, j'ai relu un peu récemment le Hitchcock Truffaut, et il y a une sorte de frustration à me dire j'ai envie d'aller à chaque fois de basculer sur les films pour voir concrètement ce dont il parle. Et je me disais que du coup, via la vidéo, je pouvais faire ça directement. C'était ça le petit point d'accroche, c'est que ça permet l'illustration d'avoir ces textes théoriques avec lesquels j'adjoins l'illustration par l'exemple, par l'image. Ça permet d'être beaucoup plus pertinent et peut-être plus accessible à tous. En tout cas, ça permettait de rendre les choses, j'espère, accessibles et intéressantes. Mais ce qui est passionnant avec, tu cites le Hitchbook, donc c'est comme ça que les cinéphiles appellent. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, si je me souviens bien, ça fait assez longtemps que je l'ai pas relu, mais c'est que lorsque Truffaut réendosse le costume de cinéaste, je trouve que là, ça devient fascinant. Parce qu'il y a deux cinéastes qui se parlent. Oui, il y a un dialogue. Voilà. Mais quand il redevient critique de cinéma, j'ai l'impression qu'Hitchcock est un peu agacé en disant, écoute, je suis pas là pour t'expliquer par A plus B comment j'ai fait ça. Enfin, pourquoi ça? Parce que je vais arriver à la question de l'analyse, qui est un mot qui veut dire tout et son contraire aussi. Et j'ai l'impression que dans ce livre-là, à partir du moment où donc Truffaut commence à vouloir comprendre comment, donc il devient critique de cinéma, et il voudrait qu'il lui explique comment à ce moment-là il y a eu tel plan, et Hitchcock qui constamment essaye de passer à autre chose. C'est assez passionnant. Bon, après, il y a des moments où Hitchcock dit les choses. Bon, ça, et le livre est fascinant. Mais là où je veux en venir, c'est que, et ce qui est ça que je trouve aussi passionnant sur ta chaîne, c'est qu'il y a effectivement des analyses, mais j'ai cette impression que de ces analyses-là découle quand même parfois, on sent parfois qu'il y a un auteur derrière toi, qui est quand même dans le doute, que tu ne veux absolument ne jamais maîtriser les deux films que tu as choisis. Par exemple, on va prendre les deux derniers, Last Action Hero et Le Magnifique. Ouais. Je n'ai jamais ressenti à ce moment, pendant les 30 minutes, d'ailleurs, là pour le coup, même je crois que tu as une de tes vidéos, voire ta vidéo la plus longue. Je crois. C'est la plus longue, ouais. C'est la plus longue. On va parler aussi après de la durée. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sent pas que tu veux absolument et à tout prix maîtriser les deux films. Et parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à vouloir toujours maîtriser le film et donc livrent une analyse qui est carrée, qui est bétonnée, mais on sent qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous, spectateurs, pour un dialogue. Alors qu'avec tes vidéos, il y a cette idée du doute. Donc, c'est une analyse, certes, mais est-ce que, selon moi, est-ce que ce doute que je peux peut-être sentir, est-ce que ça provient aussi peut-être du montage, que je trouve extrêmement fluide? C'est vraiment un montage qui est une espèce de, comme si ça coule de source. Ouais. Il y a quelque chose comme ça dans ton rapport au montage que je trouve assez beau et poétique. C'est que
on sent le chemin que tu empruntes, on sent que tu ne prends pas de raccourcis, certes, mais on sent que tu marches à tâtons. Et c'est ça le montage que j'ai. C'est pour ça que je trouve qu'il est assez intéressant. Donc il y a plusieurs choses dans cette question un peu empirique, mais voilà, c'est l'analyse, le montage, et toi au milieu de tout ça, voilà. Bah, je pense que le côté le doute, je sais pas si c'est en termes de doute, mais je pense que ça vient essentiellement du fait de juxtaposer les images. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une analyse qui file droit, on a toujours une sorte de ping-pong, on vient d'un film à l'autre, que sur tous les aspects, que ce soit de scénario, de mise en scène. Et je pense que c'est ces allers-retours permanents qui font que en fait, la question reste toujours en suspens. Enfin, il y a toujours une interrogation et il y a toujours une remise en cause. On a un point de vue d'un côté, on a un point de vue de l'autre. Et c'est ce dialogue qui fait que, ouais, où on arrive à pas avoir de toute façon, j'arriverai pas à avoir une analyse globale de chaque film. De toute façon, le principe même de versus fait que du coup, je confronte deux films. Donc forcément, je peux pas tout aborder de chaque film. Ce qui m'intéresse, c'est un peu l'intersection qu'il y a entre les deux films. Là où les deux films se raccrochent, en s'opposant ou en se ressemblant, peu importe. Mais du coup, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est toujours ce dialogue qui fait que je me pose... quand je monte, je me pose toujours ces questions. Et le montage vient souvent remettre en cause le texte que j'ai écrit auparavant. C'est ça c'est généralement, c'est souvent le cas, parce qu'une fois que j'ai regardé dans le processus, une fois que j'ai regardé les films, j'ai pris mes notes. Après, je prends quelques jours pour écrire un texte et développer un peu le fil de l'analyse. Mais je peux avoir tendance à réinterpréter ce que j'ai vu et du coup, au fur et à mesure, peut-être à me détacher du film en partant dans mes pensées, dans mes délires, entre guillemets. Et c'est vrai que l'avantage du montage, c'est que là, on revient concrètement au film en lui-même et ça remet souvent en cause ce que j'ai écrit de manière plus théorique sur le papier. Et ça permet de revenir vraiment à la base du film et à redévelopper de nouvelles idées qui émergent directement du film. C'est un des plaisirs du montage, c'est de me balader. Du coup, en cherchant des plans, je tombe forcément sur des scènes que j'avais oubliées, des enchaînements de plans que j'avais oubliés. Et d'un coup, toute la réflexion il y a tout un processus de réflexion qui se remet en place et qui amène de nouvelles idées et avec des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Donc, il y a vraiment une réécriture au montage et du coup, un questionnement permanent. Parce que, effectivement, je sais jamais, j'essaie que tout s'enchaîne de manière logique, mais des fois, je ne sais pas à l'avance comment je vais faire dialoguer deux scènes de films différentes. Et j'en suis le premier surpris. Donc, c'est peut-être de là dont vient ce sentiment un peu d'incertitude ou enfin, en tout cas de questionnement permanent. Comment tu choisis les thèmes ou films que tu vas aborder? Comment ça se passe? Ça vient comment? C'est un peu souvent c'est un peu le hasard. Il y a des connexions qui se font. C'est souvent quand je regarde, ça vient souvent j'ai quelques épisodes que j'ai en tête d'avance où je me dis je pourrais aborder ces films-là, mais souvent ça vient sur à la vision d'un film ou pendant le film, je me dis ah tiens, ça me fait penser à quelque chose d'autre. Je sais pas si je prends ou une journée particulière d'Ettore Scola, je le regardais de manière lambda, en tant que et c'est pendant le film que je me suis dit, tiens, ça pourrait une espèce d'histoire d'amour un peu en huis clos. Je suis d'abord parti sur la route de Madison de Clint Eastwood, qui aurait pu correspondre un peu. Et puis finalement, j'ai dérivé rapidement sur Lost in Translation. Mais généralement, c'est des petites accroches qui font que je me dis, tiens, ça pourrait correspondre. Après, ça demande de revoir les films, de voir si effectivement il y a matière à un dialogue entre deux films. 99% du temps, oui, il y a des choses à faire.
Mais voilà, c'est des petites impulsions, des petits. C'est les moments les plus excitants quand il y a l'idée qui vient un peu de manière spontanée, il y a une petite accroche et quand je creuse dernière, généralement, je trouve de quoi dire. Donc voilà, ça se fait un peu de manière spontanée. Alors, il y a des exemples, il faudrait quand même que j'en donne quelques exemples. Par exemple, il y a les oiseaux versus les dents de la mer, ou alors, parfois c'est comme La Source, c'est la dernière maison sur la gauche. Ouais. Voilà, il y a des remakes non avoués, ou avoués légèrement, ou des choses. Enfin, oui, j'essaye de pas faire des remakes frontaux, même si j'ai un peu, mais ouais, pour l'instant, ouais, j'essaye enfin, je le ferai un jour parce que c'est très intéressant. Mais je m'étais dit, oui, dans les deux trucs, dans les deux, enfin, c'est pas des règles parce que je vais les transgresser forcément à un moment. C'était, oui, d'essayer de pas faire pour l'instant, pas faire des remakes parce que je pense qu'il y a suffisamment de films de connexion plus marrantes à trouver. Et j'essaye aussi de pas faire pas faire un film que j'aime, un film et un film que je trouve pas bon en fait. J'essaye de toujours que ce soit des films que je trouve bons les deux pour pas tomber dans le côté facile. Ce film est réussi, ce film lui est raté et on va voir pourquoi. J'essaye de partir toujours de films que j'estime bons, enfin en tout cas qui m'intéressent. Comme par exemple Terminator 2 contre Penetrator 2. Ah oui, ça c'était ouais. Ça c'est oui, ça c'était intéressant. Ouais, c'était une blague au début. Enfin, ça traversé l'esprit. Je sais pas pourquoi je repensais aux différentes parodies X et je me suis dit en fait, ouais, c'est venu un peu. Là, je pensais, j'étais pas du tout sûr de pouvoir en tirer un épisode. Mais c'est quand j'ai pensé qu'en fait, le cinéma porno et c'est le cinéma porno et le cinéma d'action avaient quand même pas mal de correspondances, que ce soit la mise en avant des corps, du mouvement. Là, dès que j'ai trouvé cette petite accroche-là, je me suis dit que ça pouvait dépasser la blague. C'était pas obligé d'en faire un épisode 1er avril et de pouvoir en tirer quelque chose d'intéressant. Et effectivement, ouais, là, c'était l'épisode où j'étais le moins sûr de moi à la base en commençant. Donc, il a fallu un peu réfléchir. Et effectivement, il y a eu finalement des trucs qui s'en sont dégagés et j'en étais le premier surpris et du coup, le premier ravi. Non, mais c'est passionnant parce que moi, ça me fait rappeler un critique, si longtemps qu'on ait dit ça de lui, il va devenir fou. Luis Corecchi, qui a été quand même critique de cinéma à un moment, et bon, qui a travaillé pour Libé, et qui a été aussi cinéaste. Et il avait fait un film qui s'appelait Les Cinéphiles, je crois, 1 et 2. Il avait parlé des 2 premiers. Et il disait, en gros, qu'il avait repris un peu le rythme des films pornographiques où il se passe pas forcément grand chose, où c'est toujours la même chose et c'était marrant qu'il essaye de reprendre ce rythme-là pour parler des cinéphiles. Donc ça ne me dérange, ça me surprend pas en fait quand tu parles de ça. Plus on avance dans le temps et plus on s'aperçoit aussi que tu te permets de faire des choses un peu plus, non pas ambitieuses, hein, tout est ambitieux, mais d'aller encore plus loin, par exemple, de faire quelque chose sur le football, le cinéma, ou alors de faire une thématique sur vacances, rire et cinéma. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça où tu avais un peu peur de tourner en rond et d'aller encore plus loin ? Non, c'est pas une volonté spécifique de ce côté-là. Non, c'était juste les sujets qui m'ont intéressé sur le football. C'est que moi j'aime beaucoup le sport, notamment rugby et football, donc je suis plus sport collectif. Et je me suis posé la question de comment étaient représentés ces sports au cinéma et notamment comment on arrive à représenter quelque chose qui n'est quasiment jamais fait dans les films, c'est avoir un héros pas unique mais qui est un groupe, que ce soit du coup en l'occurrence l'équipe de foot et l'équipe de rugby. Et ça m'a donné envie d'essayer de voir comment au cinéma, comment la fiction pouvait récupérer cette dramaturgie qui est quand même très différente de celle du sport et notamment du film, du match de sport collectif en direct. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Mais c'est pas forcément une volonté de me renouveler, parce qu'au final, après, derrière, je suis resté un peu sur le même principe, mais je m'interdis pas des petites échappées un peu plus thématiques que sur 2 films. Mais le but, c'est d'être le plus large possible. J'essaye mon objectif, c'est vraiment d'avoir pour chaque vidéo, d'avoir
une sorte de panel le plus large possible, même si j'en reviens forcément un peu au même genre de film souvent, mais mon but, c'est je suis un peu je sais que je vais passer pour faire une vidéo, je vais passer quelques jours, quelques semaines, donc autant j'en suis le premier spectateur, donc c'est l'occasion de me plonger dans des cinémas que je regarde pas, enfin que je regarde mais que je connais pas forcément, et de pouvoir un peu plus les comprendre et les connaître tout simplement. Combien de temps tu mets en partie, en moyenne, pour faire une vidéo, c'est-à-dire en passant par l'étape de l'écriture et ensuite du montage? Alors je le fais de manière un peu décousue, mais si je devais rassembler tout ça, je dirais que j'ai un texte à peu près montable entre 2 et 4 jours selon le. Et après, le montage, après mes vidéos maintenant sont 3 fois plus longues. Au départ, c'était plus 10 minutes. Maintenant, je suis plus autour des 25 minutes. Mais là, si je prends celle de 25 minutes, je pense qu'en 3-4 jours, j'ai un premier montage. Mais tu travailles là, à ce moment-là, tu fais pas 5 heures par jour, quoi. Oui, c'est pas non plus 15 heures par jour, hein, mais. Et ouais, en 3-4 jours, j'ai un premier montage. Et après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand je fais un montage, je réécris quasiment tout le texte, même si le fond souvent reste un peu le même, mais il faut tout reformuler en fonction des extraits pour que ça soit harmonieux. Donc je dirais, il y a 3-4 jours pour le premier montage, et après, 3 à 5 jours pour avoir une version quasiment définitive. En gros, c'est à peu près ça. Ouais. 3-4 jours d'écriture et 8 à 10 jours de montage. C'est à peu près ça, ouais. Mais tu restes encore dans l'optique de publier, non pas par exemple une fois par semaine des vidéos, mais beaucoup plus d'espacer les publications entre 2 vidéos. Oui, c'est que ça prend du temps. Donc je le fais. L'année dernière, j'ai pu en faire plus, que j'ai eu l'aide du CNC, donc ce qui m'a permis de pouvoir avoir un peu une part, parce que je suis intermittent, donc ça m'a permis d'avoir des heures sur Versus, donc de faire plus d'épisodes. Mais là, du coup, j'en fais un peu moins cette année, parce qu'il faut que du coup je travaille à côté et il faut prendre du temps, mais j'en fais le plus possible. C'est vraiment Versus, là, depuis que j'ai commencé ça il y a 5 ans, c'est vraiment ma bouffée d'air frais. Je sens que c'est le truc qui me fait le plus plaisir. Et c'est parfois laborieux, forcément, mais ça comporte quand même quelques étapes qui sont toujours très excitantes, que ce soit de l'idée qui jaillit au visage des films où je prends des notes. Il y a toujours des étapes où j'arrive à découvrir ces films et à réussir dans un deuxième temps, à mettre en ordre ma pensée pour que ce soit intelligible pour quelqu'un d'autre. Et donc ça prend le temps que ça prend, mais oui, je pourrais pas en faire plus, ça c'est sûr. Ouais. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver sur la table de montage et de t'apercevoir qu'en fait ça ne tient pas la route? Non. Et donc d'arrêter Non. complètement. Non, jamais. T'as toujours eu. Non, j'ai jamais eu ça là. Non, une fois que je suis parti, j'ai jamais abandonné un projet en cours de route, même à l'étape de l'écriture. J'ai toujours réussi à mener jusqu'au bout. Donc ouais, non, j'ai pas été confronté à ce problème-là. Ouais. Et est-ce que tu envisages aussi d'aller questionner d'autres pays de cinéma et de les faire dialoguer, parfois des rencontres un peu inattendues entre 2 pays et t'apercevoir qu'ils parlent forcément de la même chose, même si la mise en scène est différente. Est-ce qu'il y a de cela aussi? Ouais, qu'est-ce que j'ai dans mes épisodes? Ça j'ai quelques épisodes qui sont comme ça. Après, c'est plus, par exemple, The Killer et Le Samouraï. Là, on a Hong Kong et la France. Oui, j'essaye le plus. Ouais, quoi que non, en fait, c'est pas tout le temps le cas, mais parce que soit de faire dialoguer des pays ou des décennies, enfin des époques différentes.
Mais ouais, le but, c'est d'ouvrir deux champs différents et de voir comment ils se rassemblent et surtout comment ils s'influencent et comment ils se répondent. Après, c'est vrai que moi, je parle beaucoup quand même de films, ouais, je pense essentiellement de films de genre, même si ça veut rien dire, hein, dans son acceptation très très large. Mais j'essaye un peu d'alterner les épisodes où je prends des films évidents, comme allez, Robocop contre Terminator, et des épisodes où je suis moins dans mes chaussons, comme par exemple quand j'avais fait Nosferatu et Vampire, ou Lost in Translation et Une journée particulière. J'essaye ouais, faire cette change. Je me force un peu à m'ouvrir et aborder des films dont j'aurais pas de premier abord eu l'idée de parler. Et même quand je parle quand j'ai l'épisode sur Jacques Tati et les bronzés, bon, j'aime bien les comédies, mais je suis pas un gros client de comédie. Donc, mais ça m'intéressait Enfin, c'est Théo qui fait la voix de la voix de Versus et qui fait le mixage, qui est lui un gros fan de comédie, qui m'a suggéré l'idée. Et ça a été un petit challenge parce que c'est pas forcément là où j'ai le plus de billes à la base. Mais après, ça reste des films comme les autres, donc je rentre dans cet univers et ça permet d'élargir un peu mes horizons et de mettre surtout des mots et des images sur des ressentis. Dernière question qui est un peu, qui est très technique, certes, mais quand même, je peux pas ne pas la poser, d'autant plus qu'on est sur YouTube et il y a tout ce problème de droit d'auteur. Enfin, en même temps, bon. Mais comment tu fais pour gérer cela? Parce que il y a quand même les images que tu montes peuvent. Enfin, comment tu fais pour gérer, pour t'organiser? Comment ça se passe? En fait, j'ai moins de. Oui, il y a à la fois le problème des images et c'est aussi très souvent les musiques. Parce que les musiques sont même plus facilement repérées, enfin en tout cas dans mon cas, que les images. Après, j'ai rarement eu de problème où YouTube supprime complètement la vidéo. Là, si j'avais quelques soucis sur le magnifique, c'était pour le dernier épisode sur le magnifique, quand je mettais des extraits trop longs, là effectivement ça faisait complètement sauter. Après, la plupart du temps, ouais, le robot de YouTube repère mes extraits, c'est souvent monétisé au profit d'un ayant droit, mais ça n'empêche pas de laisser la vidéo en ligne. Moi, que ce soit monétisé pour moi ou pour un ayant droit, ça ne change pas grand-chose vu le nombre de vues que je fais et la fréquence de vidéo. Donc, tant que la vidéo reste en ligne, moi, ça me va. Mais je pensais avoir beaucoup plus de problèmes. Au final, il faut des fois un peu remonter, parce que c'est vrai que j'ai tendance à laisser courir les extraits pendant... ça m'arrive souvent de laisser sur 10, 15, voire 30 secondes. Là, effectivement, ça commence à poser problème plus souvent. Donc, de temps en temps, je remonte un peu quand c'est trop évident. Mais je pensais que ça allait être beaucoup plus problématique. Et au final, ça n'a pas été trop handicap. Je n'ai pas eu à reprendre des montages de A à Z pour essayer de bricoler. Donc ça, c'est moins un problème que prévu, heureusement. Parce que sinon, ouais, je serais que si je devais toujours me sacrifier à ça, une bonne partie du plaisir, ça en serait évacué rapidement, quoi. Je pense que tu aurais même abandonné un moment tellement que. Oui, c'est possible. Oui, je serais allé sur une autre plateforme ou je sais pas. Mais non, le plaisir, c'est vraiment de pouvoir faire du montage. Donc, c'est ça qui me plaît. Enfin, je me suis vite rendu compte, oui, que ça me plaisait plus. C'est parce que Versus, j'avais commencé à faire ça quand je m'étais en 2016, quand je m'étais dit que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un projet, que j'avais pas mené un projet personnel. Donc, vu que j'avais pas mal de copains qui bossent dans l'audiovisuel, je m'étais dit je pourrais faire un court-métrage en tant que réalisateur. Mais je me suis vite rendu compte que oui, plus qu'une volonté de créateur, j'ai plus une curiosité de spectateur. Donc, je suis vite parti sur ce format-là, sur ces vidéos d'analyse. Et ça me satisfait amplement. Je pense pas que je ferai un jour un film. En tout cas, j'ai pas la volonté chevillée au corps de passer de l'autre côté. L'analyse me va très bien. Essayer de comprendre ce que je regarde me va très bien. Donc, pour l'instant, ça me satisfait, en espérant que
que ce soit compréhensible quand on regarde de l'autre côté de l'écran, quoi. C'est le mot de la fin. En tout cas, oui, ça l'est. Si vous avez envie d'aller découvrir cette chaîne ou redécouvrir, mais je pense que c'est plus redécouvrir, le lien est dans le descriptif de la vidéo, bien évidemment. Et comme ça, vous allez voir, il y a pas mal de propositions, parfois même assez inattendues, mais c'est vraiment un plaisir. Allez-y, plongez parce que c'est assez passionnant. Merci beaucoup, Loïc, en tout cas, d'avoir accepté cet entretien. Je sais que c'est pas tous les jours que voilà que tu es dans le dialogue avec d'autres personnes, et ça me fait donc d'autant plus plaisir que tu aies accepté. En tout cas, on va continuer à te suivre. En tout cas, j'en suis ravi, ouais. Merci à toi. Très bonne journée. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.